Bonjour. À travers le monde, il y a régulièrement des patients qui sont victimes d'erreurs de branchement de tubulures de toutes sortes, avec parfois des conséquences dramatiques. En cause, un type de connecteur appelé l'UR, composé d'un cône mâle à 6%, qui s'emboîte dans un cône femelle. On le retrouve aux extrémités de la plupart des tubulures, mais aussi sur des appareils médicaux, au bout des seringues, etc. Or, sur un même patient, il peut y avoir plusieurs dizaines de dispositifs médicaux différents raccordés avec des connecteurs LUR, ce qui rend malheureusement possible les erreurs de connexion. C'est pourquoi, depuis plus de 15 ans, un médecin français se bat avec conviction, acharnement et abnégation au sein de groupes de travail de normalisation internationale pour rendre impossible ces erreurs dramatiques, ces accidents dramatiques qui pourraient être évités. Ce médecin est l'un des membres éminents du réseau DM Expert. Je vous présente le docteur Anne-Laure Bailly. Bonjour à tous. Anne-Laure, pourrais-tu nous expliquer en introduction le contexte historique de ce fameux connecteur LUR et de sa variante LUR-LOC? Alors, le connecteur LUR, c'est un vieux connecteur qui a été inventé à la fin du 19e siècle en France par un Allemand qui s'appelait Monsieur Luer, qui était installé en France et qui fabriquait des dispositifs médicaux. Ce connecteur LUR n'a pas eu un gros succès tout de suite. Par contre, avec l'invention dans les années 30 du connecteur LUR-LOC par Monsieur Dickinson, le Dickinson de BD Becton Dickinson, ce connecteur LUR a connu un grand succès car maintenant les seringues pouvaient se verrouiller avec les aiguilles grâce à ce connecteur. Dans les années 1980, il existait donc plusieurs types de connecteurs sur le marché. Alors dans les années 1980, il restait encore plusieurs types de connecteurs. Le connecteur LUR avec sa variante LUR-LOC qui était devenu très populaire à cause des seringues de chez Becton Dickinson et qui était en train de devenir une norme. D'ailleurs, la première norme sur les connecteurs LUR est sortie à la fin des années 80. Et nous avions également des connecteurs qui s'appelaient des connecteurs records, qui étaient des connecteurs un petit peu différents pour l'IV. On a eu aussi jusqu'à maintenant d'autres connecteurs qui sont des connecteurs de type sapin de Noël ou des connecteurs crantés qui se rebranchent dans des tubulures souples qui sont également des connecteurs de petit calibre. Et qu'est-ce qui a accéléré l'adoption massive du connecteur LUR à travers le monde? En 1988, alors que le standard sur le connecteur LUR venait de sortir et peinait à s'imposer, un accident d'avion sur une base aérienne en Allemagne, à Ramstein, a démontré la difficulté qu'on pouvait avoir quand on avait des connecteurs différents. 3 avions se sont percutés en plein vol. On imagine le nombre de blessés, et au sol, parmi les sauveteurs, il y avait des sauveteurs américains, c'était une base américaine, et des sauveteurs allemands. Les sauveteurs américains avaient des seringues et des aiguilles et des perfusions équipées du connecteur LUR, les sauveteurs allemands des seringues et des aiguilles à perfusion équipées du connecteur record. Certains patients sont décédés du fait qu'on ne pouvait pas connecter ces connecteurs entre eux. Donc ça a poussé vraiment l'adoption d'un connecteur unique pour l'intraveineux. La généralisation du connecteur LUR avait donc pour objectif de sauver des vies, en rendant compatibles les connexions des dispositifs médicaux à l'échelle internationale. Oui, bien sûr. C'était vraiment l'idée, c'était de pouvoir connecter dans l'urgence des dispositifs médicaux et des tubulures qui avaient besoin d'être connectés entre eux. Alors le problème, c'est qu'une fois qu'on a pu tout connecter avec tout, on a commencé à avoir des erreurs de connexion. Les erreurs de connexion, c'est quoi? C'est quand on connecte un dispositif qui, par exemple, un cathéter qui doit aller dans une veine, avec une tubulure qui arrive et qui doit se connecter avec, par exemple, une sonde entérale. Et donc, si on envoie dans le cathéter intraveineux des nutriments, on se doute bien, surtout si ces nutriments ne sont pas stériles, qu'on va avoir un accident grave. Alors, tout peut arriver.
si on regarde sur le site de la FDA, on a une bonne description de toutes sortes d'accidents qui ont pu arriver. La FDA, c'est la Food and Drugs Administration américaine. Donc ils ont fait tout un site qui décrit ces accidents. Alors on voit tout, on a vu des enfants qui recevaient du lait dans les veines, un certain nombre d'embolies gazeuses dues à la connexion de voies transportant de l'oxygène ou de l'air vers les veines. Un autre accident qui est arrivé un certain nombre de fois, c'est le mélange de médicaments qui ne devaient pas aller, par exemple en intraveineux, comme des médicaments anesthésiques, depuis des lignes de péridurale, hein, ou inversement des médicaments qui ne devaient surtout pas aller en intratécal, comme des anticancéreux, dans le cadre de mélange pendant des procédures où on avait des personnes qui devaient recevoir en intraveineux des médicaments toxiques et en intratécal des médicaments pour prévenir des métastases. Voilà, donc ça c'est toutes sortes d'accidents qui peuvent arriver. Le principe c'est que tout ce qui peut arriver arrivera. Et en termes d'erreurs de connexion, à peu près tout est déjà arrivé et on se demande quelles vont être les prochaines. Et a-t-on une idée du nombre d'accidents liés à ces erreurs de connexion? Alors, heureusement, ces accidents sont très rares. C'est des accidents de l'ordre du ppm. Sauf que parmi les centaines de millions d'utilisations de ces connecteurs dans le monde, dans toutes sortes d'applications, le ppm finit par faire des cas. Et ce sont vraiment des cas qui sont des cas très ressentis comme très évitables et très inacceptables. C'est vrai que quand vous avez un bébé qui meurt parce qu'on lui injecte du lait dans les veines, ou une personne qui meurt d'embolie gazeuse parce qu'on mélange deux connecteurs qui peuvent se raccorder ensemble, c'est vraiment des accidents qui ont toujours un impact extrêmement important dans les institutions où ils surviennent. Et donc c'est des accidents qu'on va qualifier de never events. Donc c'est des accidents très rares mais qui ne devraient jamais arriver. Voilà, donc ça fait partie des never events, en particulier identifiés par l'OMS. Depuis les années 1990, tu représentes donc la France au sein de groupes de normalisation internationale pour faire évoluer ces normes de connecteurs. Est-ce que c'est la mort programmée du connecteur LUR? Certainement pas. Alors le connecteur LUR, il va rester, c'est un très bon connecteur, très utile pour tout ce qui est intraveineux, hypodermique. Les seringues et les aiguilles LUR, elles sont très utiles, on sait bien les connecter ensemble. Justement, on a ce connecteur qui permet de les connecter en urgence. Donc le connecteur LUR, non seulement il va rester, mais il est en cours de toilettage et la norme LUR est en train d'être remise à jour pour deux raisons. D'une part, pour faire de meilleurs connecteurs LUR qui se connectent mieux, et par ailleurs, pour que ce connecteur LUR soit mieux défini, afin que les autres connecteurs pour les autres applications qui sont en train d'être développés ne se connectent pas à ce connecteur et qu'on ait des mesures pour tous ces connecteurs qui soient vraiment bien mieux définis qu'elles ne l'étaient auparavant. Et pour les autres applications, par quoi sera-t-il remplacé? Alors, pour les autres applications, on a déjà une bonne idée vu qu'il y a un certain nombre de parties des normes 80369, donc les normes ISO 80369 qui sont les nouvelles normes pour ces connecteurs qui sont déjà sortis. Donc on sait déjà par quoi va être remplacé le connecteur LUR pour les applications de gonflage de brassard, en particulier pour la prise de tension artérielle. On sait déjà quel va être le connecteur pour les applications qu'on appelle neuraxiales, c'est-à-dire les applications où on injecte des produits au contact du système nerveux, que ce soit le système nerveux périphérique ou système nerveux central, en particulier les anesthésiques et tout ce qui va en intratécal. On a aussi une bonne idée, bien entendu, du nouveau connecteur pour les applications entérales, qui a été le premier connecteur développé en raison du nombre d'accidents. Alors il y a un certain nombre d'autres connecteurs qui sont en cours de développement, qui sont deux connecteurs pour les applications respiratoires, donc pour les gaz médicaux. On avait besoin pour cette application-là de deux connecteurs pour avoir des fonctions différentes, et bien entendu la révision du connecteur LUR. Alors ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'on va devoir faire des connecteurs pour les containers, pour les poches et les containers. En effet,
Il ne sert à rien d'avoir une sécurité au niveau du cathéter, au niveau de l'injection, si on n'a pas une sécurité sur toute la ligne d'administration du médicament. D'autant plus que les personnes vont se sentir plus en sécurité peut-être d'avoir des connecteurs non connectables au niveau du patient. Si derrière on échange les poches, parce qu'on a des connecteurs interconnectables au niveau des poches ou des containers, on a le même risque qui apparaît. Donc en fait, le travail actuellement, c'est la sécurisation de toute la ligne d'administration. Et à quoi vont ressembler les nouveaux connecteurs? Ces nouveaux connecteurs, ils sont basés sur deux principes. Ils ne doivent pas être souples, parce qu'un connecteur souple se connecte à tout. Donc le principe, c'est d'avoir des connecteurs rigides ou semi-rigides. Et d'autre part, ils doivent être dimensionnellement incompatibles. C'est-à-dire qu'on ne doit pas pouvoir connecter un connecteur avec l'autre, même en essayant, peut-être en faisant exprès, en rajoutant du scotch, on peut les connecter, mais ils ne doivent pas être compatibles mécaniquement. Alors le principe qu'on a choisi, c'était ce qu'on a appelé le cône de Massa. Massa étant un ingénieur japonais qui a participé au groupe de normalisation. Et donc on a des connecteurs qui sont en haut du cône, des petits connecteurs, le connecteur LUR qui est au milieu du cône qui est un connecteur moyen, et des connecteurs plus gros qui sont le connecteur entéral, puis les connecteurs pour le respiratoire. Et on a gardé un design de connecteur parallèle pour le gonflage des brassards. Alors, le connecteur pour le neuraxial, qui a un nom de marque NRFIT, mais que certains industriels peuvent appeler autrement, hein, le nom NRFIT n'est pas dans la norme, est un petit connecteur qui a à peu près la même forme que le connecteur LUR, en plus petit, mais avec des caractéristiques qui lui permettent d'être pris et manipulé comme un LUR pour que, en particulier, les anesthésistes n'aient pas de problème de manipulation et n'aient pas de gros changements dans leurs habitudes. Le connecteur pour l'entéral, alors qui s'appelle NFIT pour certains, ou entérofit, ou un certain nombre de noms qui pourront sortir, qui là non plus ne sont pas dans la norme, est un connecteur de plus gros calibre que le connecteur LUR, et qui peut être soit dans le même sens que le connecteur LUR, soit plutôt en sens reverse, c'est-à-dire que le côté femelle du connecteur est du côté de la seringue et le côté mâle du côté du cathéter. Le connecteur également, qui est déjà normalisé pour le gonflage des brassards de prise de pression artérielle, est un connecteur parallèle avec un système d'accrochage qui était un connecteur déjà existant qui a été repris pour la norme. Pour les connecteurs qui vont sortir, donc les nouveaux connecteurs respiratoires, ce sont des connecteurs de plus gros calibre, mais également avec le même type de pente que le connecteur LUR. Et combien de normes au total sont en préparation pour ces nouveaux connecteurs? Alors, si on compte les connecteurs, alors sur les normes qui sont sorties, donc on en a déjà 3 qui sont sorties. Dans les normes en préparation, il y a la révision de la norme LUR, bien sûr. Ensuite, nous avons une norme générale qui présente les tests et qui présente les principes généraux de non-interconnexion entre ces connecteurs et comment mettre sur le marché un nouveau connecteur s'il y avait une nouvelle application qu'il nécessitait. Les connecteurs respiratoires qui vont sortir, et je pose la question de mettre en place maintenant un nouveau travail pour des connecteurs pour l'urinaire et pour les cathéters de drainage. Donc déjà sur la ligne connecteur, on est à au moins 7 normes, et il ne faut pas oublier que comme on fait en parallèle les connecteurs pour les containers, il y a un groupe de travail qui a commencé la mise en place de normes pour les connecteurs pour les containers, donc ça fait a priori 7 ou 8 de plus. Donc au total, c'est entre 16 et 20 normes qui concernent ces connecteurs, y compris évidemment la révision de la norme LUR. Donc je comprends qu'il y a 3 normes déjà publiées, et d'autres qui sont en préparation. Et quand ces normes vont-elles devenir obligatoires? Alors il faut être bien conscient qu'aucune norme n'est jamais obligatoire. C'est le principe des normes. Donc on ne parle pas de normes obligatoires. Par contre, très clairement, ces normes sont sur la liste pour devenir des normes harmonisées, étant donné que ces normes ont été créées pour répondre à un problème de sécurité. Alors l'harmonisation de ces normes, elle ne sera pas forcément immédiate parce qu'il faut qu'on règle vraiment les problèmes de transition, on va en reparler.
Mais vraiment, le principe, c'est que ces normes, une fois surtout qu'on aura toutes les normes de la série, vont probablement devenir des normes harmonisées. Tout ça, c'est parfait, mais il y a quand même un problème. Comment allez-vous gérer la période de transition? Pendant cette période où vont nécessairement coexister les deux types de connecteurs, il va bien falloir rendre compatibles les anciens connecteurs LUR avec ceux qui seront conformes aux nouvelles normes. Est-ce que vous n'allez pas créer des nouvelles situations à risque? Alors oui, bien sûr, nous nous sommes préoccupés de ce problème de risque dans le groupe de normalisation et c'est quelque chose auquel nous réfléchissons depuis le début. Cette série de normes a été construite à partir d'une grande analyse de risque pour laquelle on a fait une analyse de risque de la transition. On a essayé de voir en fait quels étaient les risques de ne pas avoir le connecteur disponible, soit dans un hôpital, soit par exemple quand un patient est transféré d'un hôpital à un autre hôpital, il faut pouvoir avoir une continuité de ses soins, il faut pouvoir rebrancher toutes ces machines, toutes ces perfusions, etc. En particulier, enfin tout ce qui n'est pas l'UR autour de lui. Donc on s'est préoccupé de ça et de plusieurs manières. Donc un certain nombre d'initiatives sont déjà en place depuis plusieurs années, à la fois du côté des industriels, en particulier une initiative qui s'appelle stayconnected.org, qui s'appelle GetSA, et des initiatives nationales comme une préparation au niveau du NHS anglais, et des choses qui sont prévues également en France, avec essentiellement la participation de Europharmat et de la Société française d'anesthésie-réanimation pour l'instant. À partir de toutes ces initiatives, on ressentait le besoin d'avoir un document de guide qui puisse être utilisé partout, document de guide pour les établissements de soins et pour les organisations de soins, parce que ça comprend également le soin à domicile, qui aide les gens à mettre en place cette transition en évitant de créer justement de nouveaux risques. C'est pour cela que au niveau du groupe ISO, nous avons sorti un guide, donc un guide technique qui est en accès libre gratuitement. On va vous mettre le lien internet sur une image un petit peu plus loin. Ce guide a été rédigé par la coalition de sécurité des patients allemande et revu par des membres de tous les pays du groupe ISO, à la fois des membres européens, un membre japonais, des gens d'Australie, pour avoir quelque chose qui puisse fonctionner dans les établissements partout dans le monde. Alors on va essayer de faire une traduction française bientôt avec Europharmat et la Société française d'anesthésie-réanimation pour que les gens en France puissent en disposer, en lien avec les autorités, on l'espère. Et quels sont les industriels qui sont concernés par ces changements? Beaucoup d'industriels sont concernés par ces changements. En fait, tous les industriels qui fabriquent des consommables à type de tubulure comportant des connecteurs de petit calibre, les industriels qui ont des appareillages comportant des connecteurs de petit calibre, et également les prestataires techniques qui sont concernés parce qu'eux vont devoir gérer le fait qu'il y a des changements de connecteurs sur un grand nombre de consommables, en particulier, pas tout de suite en respiratoire, mais très bientôt, mais déjà maintenant en nutrition entérale, et dans très très bientôt pour ce qui va être le neuraxial, dès que la période de transition sera un peu mieux définie. Et qui participe à ces groupes de travail de normalisation qui vont avoir un impact considérable sur des milliers de produits et aussi bouleverser le quotidien de tous les professionnels de santé? Alors, au niveau du groupe ISO, il est intéressant de voir que le convenor du groupe ISO est un membre de la Federal Drugs, de la FDA américaine. À peu près tous les grands industriels qui fabriquent des cathéters ou du consommable médical sont représentés au niveau des groupes ISO. C'est des gros groupes, hein. Quand le groupe ISO se réunit, il y a entre 50 et 60 personnes. Donc ce n'est pas des petites réunions. Et un certain nombre de représentants des agences de sécurité selon l'investissement des divers pays pour la normalisation. Et quelques médecins, bien sûr. Et pour la France, tu es toute seule?
Non, heureusement, je ne suis pas toute seule pour la France. Plusieurs industriels français participent. Euh, le groupe comprend, il y a quand même bien une quinzaine de personnes inscrites dans le groupe. Et puis il y a des médecins, il y a des gens de la Société française d'anesthésie et réanimation qui participent au groupe, il y a des pharmaciens. Et puis un certain nombre d'industriels français, en particulier des industriels qui font des sondes entérales. C'est ce qui était le plus motivé jusqu'à présent. Mais on ne désespérait pas de voir arriver des gens qui sont dans le domaine du respiratoire ou d'autres domaines d'application. Et tu ne laisseras même pas ton nom sur les nouveaux connecteurs. Pourtant, le connecteur du docteur Bailly, je trouve que ça sonnait drôlement bien. En tout cas, en hommage à tous les membres de ce groupe de travail de normalisation qui, avec toi, se seront attelés à ce travail immense pour faire en sorte, pendant près de 20 ans, pour faire en sorte que ces erreurs de connexion ne puissent plus advenir, il fallait bien consacrer une vidéo de DM Expert. Merci infiniment pour ton témoignage et pour ton engagement à cette cause. Et puis nous te souhaitons bien sûr bon courage pour mener à bien ces travaux dans les mois qui viennent. Merci à toi de m'avoir permis de m'exprimer sur ce sujet et à bientôt. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Pour en savoir plus, vous pouvez nous contacter à l'adresse contact@dm-expert.fr. Et pour être informé des futures mises en ligne des vidéos de DM Expert, abonnez-vous gratuitement au Flash de DM Expert sur le site www.dm-expert.fr. Merci pour votre attention.